Bienvenue au JFIC 4 2025 à Poitiers. Je suis Quentin Lebena, cardiologue à Paris et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Christophe Leclerc où nous allons discuter des liens croisés entre insuffisance cardiaque et rythmologie. Alors une première question, Christophe, est-ce que les médicaments ont diminué le recours, la nécessité de recours aux défibrillateurs? Oui, en effet, tous les traitements de l'insuffisance cardiaque diminuent le risque de mort subite. On sait qu'actuellement, le risque résiduel par an est entre 2 et 3% chez les patients qui reçoivent les 4 fameux fantastiques, mais il est encore de 2 à 3%. Et si on fait une référence à la cardiomyopathie hypertrophique, on sait aujourd'hui on implante un défibrillateur quand le risque est estimé à 6% sur 5 ans, donc 1,2% par an, et là on est largement au-dessus. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui c'est un véritable problème, parce que quand on regarde les différents registres, on se rend compte que parmi les gens qui devraient avoir un défibrillateur, il y en a entre 10 et 15% seulement qui reçoivent un défibrillateur. Donc les médicaments diminuent la mort subite, c'est vrai, mais ne la font pas disparaître. Et le seul moyen de sauver un patient qui fait une fibrillation ventriculaire, c'est le défibrillateur automatique implantable. Christophe, en 2025, qu'en est-il de la resynchronisation? Alors la resynchronisation, ça fait 20 ans qu'elle est dans les recommandations européennes. Elle est efficace pour améliorer la qualité de vie des patients, réduire les hospitalisations, la mortalité. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un recours qui n'est pas assez important à la resynchronisation, mais aussi, ce qui est important, c'est le délai entre le moment où on fait le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on met en route les traitements et on implante un appareil de resynchronisation. Et on sait que plus on implante tôt un appareil de resynchronisation, meilleur est le pronostic des patients. Une autre notion qui est extrêmement importante, c'est que chez les patients avec un bloc de branche gauche, tous les médicaments qui ont un bénéfice sur le remodelage ventriculaire gauche sont nettement moins performants en cas de bloc de branche gauche par rapport à un patient qui a des QRS fins. Donc la resynchronisation, bien sûr, après le traitement médical, mais surtout très tôt, pour améliorer le pronostic des patients. On sait qu'entre une implantation à 1 mois et une implantation à 1 an, on diminue le risque de survie d'environ 10 à 15%, ce qui est quand même extrêmement important. J'ai une question en ce qui concerne ces prothèses, en fait. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies à l'intérieur. Alors, est-ce que ces prothèses peuvent nous aider à mieux suivre le patient et surtout à prévenir en amont le risque de décompensation cardiaque ? En effet, Christophe, l'intérêt de ces prothèses, c'est que d'une certaine manière, l'insuffisant cardiologue fait le voyage aller, c'est-à-dire qu'il adresse les patients insuffisants cardiaques au rythmologue pour les implanter. Et maintenant, il y a une possibilité où il y a un voyage retour, c'est-à-dire que le rythmologue renvoie à l'insuffisant cardiologue ces patients et ces prothèses sont un outil de plus pour pouvoir les suivre. En effet, maintenant, on parle beaucoup de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque et de la gestion ambulatoire de ces patients. On a des dispositifs d'une balance connectée, des questionnaires de symptômes qui nous sont très utiles dans la pratique courante. Mais ces défibrillateurs et ces resynchronisations donnent des informations supplémentaires. Ça donne à la fois chez les patients qui sont peu observants, donc chez qui le remplissage des questionnaires peut être rendu compliqué par l'électronisme ou l'absence de pesée régulière rend ces données peu fiables. La présence de ces prothèses qui enregistrent en continu certains paramètres nous permettent d'avoir des données quand même suffisamment robustes. Et chez les patients qui sont plus observants, cela est également utile puisque c'est un petit paramètre en plus. En pratique, comment ça marche? Ces prothèses vérifient plusieurs choses, mais dont l'impédance transthoracique, avec en effet quand il y a une congestion qui augmente chez ces patients, l'impédance diminue et donc le ratio d'impédance augmente sur ces prothèses-là et ça nous donne une indicative de la congestion. Alors c'est pas aussi bien qu'un examen clinique, mais l'intérêt c'est de pouvoir le massifier et le mettre chez chaque patient. Et cet indice couplé à d'autres paramètres qui sont mesurés sont particulièrement pertinents. Notamment, on peut parler de l'activité du patient, puisqu'un patient qui se déplacerait moins est plus à risque d'être en décompensation cardiaque, ou un patient dont la fréquence cardiaque de repos augmente, on sait que c'est une augmentation du système sympathique et donc aussi un risque de décompensation cardiaque accrue. Et donc tout ça combiné, chez certaines prothèses, peut mettre en place un score de risque. Et on sait que le score triage nous permet, en fonction du niveau de risque, de déterminer avec un petit peu d'avance le risque de décompensation cardiaque.
Alors bien sûr, ça ne se substitue pas à un examen clinique et au reste d'une prise en charge classique, mais cet outil supplémentaire peut nous aider. Il y a des études assez intéressantes en Angleterre notamment, où les patients dans certains centres sont suivis uniquement sur le plan de l'insuffisance cardiaque via les prothèses connectées, et ça donne des résultats assez intéressants. On sait que ceux qui ont un risque triage élevé ont 10 fois plus de risque d'être en décompensation cardiaque que ceux qui ont un risque faible. Donc c'est des données qui sont intéressantes et je pense qu'on devrait les intégrer dans notre pratique, d'autant plus qu'elles sont déjà disponibles chez les patients implantés, donc ça ne représente pas d'effort supplémentaire pour nous, ni coût supplémentaire. Si je dois peut-être résumer notre conversation, je retiendrai quelques points. Déjà le fait que la mort subite existe toujours malgré l'avènement des 4 fantastiques et des traitements modernes de l'insuffisance cardiaque, et qu'il y a un non-recours à ces prothèses qui reste significatif, et on sait que la mort subite est quand même particulièrement grave chez ces patients, et donc la nécessité d'adresser les bons patients au rythmologue, qu'également la resynchronisation est une thérapie qui a particulièrement sa place, et il ne faut pas se laisser berner par l'attente de l'efficacité des médicaments, qui est bien moins efficace en cas d'élargissement du QRS et de bloc de branche gauche. Et dernièrement, je retiens également ce lien qui me semble important entre le rythmologue et l'insuffisant cardiologue, grâce aux données qui sont issues de ces prothèses, qui nous permettent une meilleure prise en charge multidisciplinaire de nos patients insuffisants cardiaques afin de les maintenir le plus possible à la maison. En effet, le couple rythmologue-insuffisant cardiologue est extrêmement important, et c'est pour ça que nous avons créé une initiative qui s'appelle Direct-HF, qui en fait a réuni des insuffisants cardiologues, des rythmologues, des infirmières, des patients des États-Unis, de l'Europe, du Japon. Et en fait, c'est un outil, je dirais, d'éducation et d'aide à la décision. Il y a un article qui vient d'être publié pour aider le praticien à bien choisir les patients pour quelle prothèse, et surtout aussi le timing. Et puis, il y a aussi également un site internet qui permet d'avoir accès à des webinars. Donc un outil éducatif à la fois pour les rythmologues, mais aussi pour les insuffisants cardiologues. Merci Christophe.